Bonjour tout le monde. Bienvenue au webinaire présenté par la Société de la SLA du Québec. Je me présente, je m'appelle Marie-Lou Lauson-Garceau. Je suis intervenante psychosociale ici à la Société de la SLA. Et je serai votre modératrice pour le webinaire. Aujourd'hui, nous vous présentons une téléconférence qui a comme titre « Conduire avec la SLA ». Tout d'abord, j'aimerais vous présenter notre conférencière d'aujourd'hui. Donc, Madame Kendra Berry. Madame Kendra Berry a obtenu son baccalauréat en ergothérapie à l'Université McGill en 2001. Elle a commencé à travailler comme ergothérapeute en mai 2001 à l'hôpital Royal Victoria. Kendra a ensuite occupé plusieurs postes au sein du Centre universitaire de santé McGill, entre autres en tant que coordonnatrice clinique du département d'ergothérapie. Elle a travaillé autant en consultation externe qu'en consultation interne. En 2008, Kendra a joint l'équipe de la clinique SLA multidisciplinaire à l'Institut et Hôpital neurologique de Montréal. Kendra est très motivée à aider les patients aux prises avec la maladie de la SLA. Nous la remercions d'être présente avec nous aujourd'hui. Avant de lui la parole à Mme Kendra Berry. Bonne conférence. Alors, bonjour, je suis Kendra Berry, je suis une ergothérapeute et comme mentionné, je travaille au CUSUM depuis 2001 et je travaille dans la clinique SLA à l'Hôpital neurologique de Montréal depuis 2008. Au cours de ces 10 dernières années, mon travail avec les patients atteints de la SLA et leur famille m'a vraiment changé en tant que personne ergothérapeute. J'ai réalisé que la définition d'être fonctionnel et autonome est différente pour chaque patient. Mon approche en ergothérapie consiste à trouver la fonction, à trouver l'autonomie et à aider les patients à identifier et à atteindre leurs objectifs, de trouver ce qui est le plus important pour eux. Mon objectif est de donner aux patients un sentiment de contrôle dans une maladie qui la met constamment au défi. D'après mon expérience, les 3 activités fonctionnelles que les patients jugent les plus importantes et qui ont le plus de difficultés à se libérer sont la mobilité, l'habilité de se nourrir et la conduite automobile. Et parmi ceux-ci, celui avec lequel j'ai le plus de difficultés, c'est la conduite automobile. C'est un sujet très délicat dans une maladie difficile. Et c'est difficile pour plusieurs raisons. Tout d'abord, comme ergothérapeute, j'ai l'obligation professionnelle d'avertir la SAC si je crois qu'un patient est dangereux au volant. J'ai l'obligation de protéger le patient ainsi que le grand public. C'est une très grande responsabilité. Deuxièmement, il n'existe pas de directive physique ou fonctionnelle claire permettant de déterminer la sécurité de conduite dans un environnement clinique, en particulier chez les patients atteints de SLA. L'évaluation sur la route reste la norme absolue, mais il existe des temps d'attente, des coûts associés et l'expérience peut être stressante pour les patients. Troisièmement, la SLA est une maladie neurodégénérative, parfois avec une progression rapide. Il est devenu plus facile d'identifier le besoin d'une première évaluation routière, mais il est très difficile d'identifier le moment où une réévaluation est requise. Enfin, et probablement le plus difficile pour moi, c'est l'importance que les patients attachent à leur capacité de conduire. Ils procurent un sentiment d'autonomie, de rôle et même de confiance en soi. Après un cas très difficile impliquant la conduite avec un de nos patients, notre équipe s'est réunie et on a décidé que nous devions mettre en œuvre un moyen systématique de traiter la conduite avec les patients de notre clinique, et donc la naissance de SLA au volant. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la présentation d'aujourd'hui. Je commencerai par examiner les directives de conduite de l'Association médicale canadienne, les directives formulaires services de la Société Assurance automobile du Québec, les résultats d'une étude rétrospective que nous avons menée sur la conduite dans notre clinique et finalement l'introduction du volant SLA. Le guide de l'AMC sur l'évaluation de l'aptitude à conduire a été publié pour la première fois en 1974.
Depuis sa publication initiale, elle a été revisée à plusieurs reprises. La 9e édition a été publiée en été 2017. Il s'agit d'un guide destiné à aider les professionnels de la santé, en particulier les médecins, à conseiller les patients sur les effets de leurs conditions médicales sur leur aptitude à conduire. Dans sa 7e édition, elle a reconnu une décision historique de la Cour suprême qui a établi le droit des conducteurs canadiens de faire déterminer leur admissibilité au permis de conduire par une évaluation fonctionnelle individuelle plutôt que par un diagnostic exclusivement. De plus, il y avait une obligation correspondante pour les autorités pertinentes d'accorder un permis au conducteur chaque fois qu'il est possible de le faire dans les limites de la sécurité. Cette décision a un impact important pour les patients atteints de la SLA. Les patients pensent souvent qu'une fois qu'ils sont diagnostiqués, ils doivent arrêter de conduire. Pour cette raison, ils sont souvent réticents à habiter la SAC de leur nouveau diagnostic. Les patients atteints de la SLA peuvent continuer à conduire aussi longtemps que leur statut médical et fonctionnel leur permet de conduire en sécurité. Selon le guide, tous les médecins devraient être conscients de leur responsabilité et obligation de signaler un patient présentant des conditions médicales qui les rendent moins sécuritaires à conduire. Les autorités provinciales responsables de la délivrance des permis ont la responsabilité finale de déterminer l'admissibilité à la conduite, mais les recommandations du médecin concernant l'aptitude à conduire sont très importantes. Au Canada, tous les médecins ont l'obligation de signaler un patient qu'ils jugent inapte à conduire. Dans 3 provinces, au Québec, Nouvelle-Écosse et en Alberta, la déclaration n'est pas obligatoire, mais plutôt discrétionnaire. Dans toutes les provinces et tous les territoires, les médecins sont protégés contre poursuite légale suite à une déclaration de patient inapte. La déclaration doit avoir été faite de bonne foi. Le rôle du médecin est d'informer les patients des conséquences de leur maladie en ce qui concerne leur capacité à conduire, d'identifier des problèmes de santé ou des déficits associés qui pourraient rendre un patient inapte à conduire et d'informer les autorités si des inquiétudes existent. En cas d'incertitude, les médecins devraient consulter un spécialiste approprié, comme par exemple un ergothérapeute pour une évaluation fonctionnelle. À l'heure actuelle, les preuves sont insuffisantes pour recommander contre un type de test spécifique. L'évaluation routière semble être la meilleure façon d'évaluer la sécurité routière. Je vais maintenant reviser les sections du guide qui ont une pertinence pour les patients atteints de la SLA. Pour les médicaments, les contre-indications immédiates de la conduite sont les médicaments qui provoquent de la somnolence, changement de vision, de coordination de mouvement ou de comportement. Avec tous les nouveaux médicaments, les patients devraient être conseillés de ne pas conduire jusqu'à ce que leur réponse individuelle soit connue ou que les effets secondaires disparaissent. La 9e édition a vu l'addition de la marijuana médicinale. Pour les déficiences cognitives, les patients présentant une déficience cognitive légère doivent subir des tests complets sur et hors route dans des centres spécialisés. Les patients présentant des déficiences cognitives modérées à graves sont contre-indiqués à la conduite. Une déficience cognitive modérée est décrite comme la perte d'une activité de la vie quotidienne, telle que s'habiller, se nourrir ou se laver, ou la perte de plus de 2 activités de la vie domestique, comme la préparation de repas, gérer les finances ou l'entretien ménager. Aucun test seul ne peut déterminer l'aptitude à la conduite avec suffisamment de sensibilité. Toutefois, des difficultés avec des évaluations comme le millimental, l'horloge ou la tracée B devraient déclencher des évaluations plus approfondies. Les conducteurs avec une légère perte limitée de contrôle ou de force musculaire peuvent bénéficier de commandes spéciales. En cas de maladie évolutive, les patients doivent être suivis de près et discuter lorsque la conduite n'est plus sécuritaire. Si la maladie est caractérisée ou accompagnée d'une déficience cognitive, la cessation de conduite devrait probablement être comptée.
Les conditions qui ont un impact sur la fonction physique peuvent avoir un impact négatif sur la conduite. Alors, il nécessite une évaluation appropriée afin de déterminer la sécurité de conduite. Une conduite sécuritaire nécessite que les deux mains soient fermement sur le volant et l'utilisation des membres inférieurs pour actionner l'accélérateur et les freins avec vitesse et force. Au point de vue respiratoire, on caractérise la déficience associée à la dyspnée par 3 niveaux, qui vont de légère à sévère. Les patients avec déficience respiratoire modérée à sévère et qui requièrent l'oxygène supplémentaire au repos doivent subir un test sur route avec leur oxygène supplémentaire. L'équipement doit être installé de façon sécuritaire. Dans le cas des patients atteints de SLA, l'équipement serait fort probable un appareil de BiPAP. La Société Assurance Automobile du Québec, la SAC, est notre autorité provinciale. D'après la SAC, être titulaire d'un permis de conduire est un privilège et non un droit. Tous les coûts associés au maintien d'un permis sont à la responsabilité du conducteur. Fournir des renseignements faux ou inexacts à la SAC pourrait entraîner la suspension de son permis ou une amende de 3 à 600 $. Il faut signaler à la SAC un problème de santé ou changement de votre santé dans les 30 jours suivant le changement. Il est important de noter que seule la SAC peut délivrer, suspendre ou annuler un permis de conduire. Notre rôle en tant que professionnel de la santé consiste à former les recommandations. 5 professionnels de la santé sont reconnus pour avoir le pouvoir de déclarer un patient inapte à conduire: le médecin, infirmier, optométriste, ergothérapeute et psychologue. Les articles 603 et 605 sont inclus sur le formulaire de déclaration d'inaptitude. Les articles décrivent notre pouvoir, selon nos propres champs d'exercice, de déclarer un patient inapte et que nous ne pouvons pas être poursuivis d'avoir déclaré un patient de bonne foi. Les rôles du médecin et de l'ergothérapeute en ce qui concerne la conduite sont très similaires. Alors que les médecins déterminent l'aptitude à conduire dans un contexte médical, les ergothérapeutes déterminent l'aptitude dans un contexte fonctionnel. Les deux jouent un rôle dans l'éducation des patients en ce qui concerne l'impact potentiel de la maladie sur la conduite, l'identification des incapacités qui pourraient affecter la conduite, l'orientation des patients vers les ressources appropriées et la discussion de cessation de conduite. Les ergothérapeutes dans des centres spécialisés sont en mesure d'identifier des adaptations pour promouvoir la conduite sécuritaire. Dans certaines provinces comme le Québec, ces adaptations peuvent être subventionnées. Il est important que les patients déclarent leur diagnostic de SLA. C'est la responsabilité du patient. La responsabilité du professionnel de la santé, c'est seulement de déclarer un patient lorsqu'il y a des inquiétudes pour la sécurité. Il y a plusieurs façons de déclarer le diagnostic à la SAC, soit avec le renouvellement de permis. On peut se présenter dans un centre de service, ça peut se faire par téléphone, par courriel, ou on peut compléter une demande pour une vignette de stationnement pour personnes handicapées. Il est important de noter qu'une fois qu'une déclaration dans le changement du statut médical est faite, la SAC enverra un formulaire médical appelé le M28. Ce formulaire doit être rempli par un médecin. Il s'agit d'un profil médical de 4 pages. À la dernière page, la question 11 est la recommandation du médecin concernant la conduite. Est-ce que le patient a besoin d'une évaluation routière avec la SAC, une évaluation routière avec un ergo, une consultation avec un spécialiste? Et finalement, est-ce que le patient devrait cesser de conduire avant de passer l'évaluation routière? Il y a 2 autres formulaires qui peuvent être également envoyés par la SAC, le M5 et le M57. Le M5 est un examen visuel complété avec un optométriste ou ophtalmologiste. Le M57 est une évaluation fonctionnelle, évaluation routière avec un ergo certifié.
Cette évaluation en ergothérapie peut être réalisée soit dans un centre de réadaptation ou bien en privé. Les patients doivent savoir qu'il y a des frais associés lorsqu'un médecin remplit le formulaire. Il y a aussi des frais pour les évaluations routières en privé. Les coûts sont la responsabilité du patient. Et de plus, j'encourage toujours les patients de conserver les copies de tous les formulaires pour leur dossier personnel. La vignette de stationnement pour personnes handicapées est émise par la SAC. La vignette est pour les patients avec un handicap qui occasionne une perte d'autonomie ou qui compromet la santé et sécurité lors des déplacements sur courte distance. Pour obtenir la vignette, un formulaire doit être rempli par un professionnel de la santé. Les professionnels de la santé reconnus sont ergothérapeutes, infirmiers, physiothérapeutes, médecins, optométristes, psychologues ou un éducateur spécial dans le réseau de la santé. Une fois que le formulaire est rempli, il doit être envoyé avec un chèque à la SAC. Une fois accepté, les patients recevront la vignette avec un certificat d'attestation. Ces deux documents doivent être avec le patient lors de l'utilisation de la vignette. La vignette est attribuée uniquement au patient, qu'il s'agisse du conducteur ou du passager. Le patient ne peut jamais céder ou prêter la vignette à une autre personne. Le patient doit être présent lors de l'utilisation. Le patient ayant la déficience doit quitter le véhicule et monter pendant que le véhicule est stationné dans l'espace réservé. Il est important aussi que lors de son utilisation, la vignette de stationnement soit accrochée sur le rétroviseur et doit être visible. Il existe une entente internationale qui respecte l'utilisation de la vignette dans les espaces accordés aux patients avec des déficiences. La vignette de stationnement est reconnue dans les pays européens, en Australie, Corée, États-Unis, Japon et Nouvelle-Zélande. En général, les mêmes règles s'appliquent pour l'utilisation. Il existe deux types de conditions qui qualifient pour une vignette, des conditions permanentes ou temporaires. Dans le cas de conditions permanentes, comme la SLA, le renouvellement est effectué tous les 5 ans. En demandant la vignette, un diagnostic doit être inclus sur le formulaire. Si la SAC n'est pas au courant du diagnostic de SLA, il en sera informé une fois le formulaire soumis. Le patient recevra de suite un NP. Le programme PAV est le programme d'adaptation de véhicules et c'est un programme géré par la SAC. L'objectif de ce programme est de permettre à des patients atteints d'une déficience d'avoir accès à un véhicule ou d'en conduire de façon sécuritaire. Pour être éligible au programme, les patients doivent avoir le handicap dès la naissance dû à une maladie, vieillissement ou accident non lié à la conduite. Ils doivent être résidents du Québec. Ils ne doivent pas résider dans un établissement de réseau de soins de santé. Ils ne doivent pas non plus bénéficier d'un autre programme semblable qui offre des services similaires. Les véhicules éligibles à l'adaptation comprennent les voitures, les VUS et les mini-fourgonnettes. Le type de voiture dépendra des besoins du patient identifiés par une évaluation de l'ergothérapeute. Le programme PAV peut être renouvelé à chaque 5 ans. Les voitures doivent avoir une durée prévisible d'au moins 5 ans, que ce soit neuf, usagé ou bien déjà adapté. Les véhicules loués peuvent être adaptés, mais avec l'autorisation du concessionnaire. Le processus d'adaptation implique qu'on complète des formulaires, ça prend un certificat médical et une évaluation avec ergothérapeute. Une fois que les recommandations de l'ERGO sont fournies, 2 soumissions de fournisseurs reconnus sont requises. Une fois le financement approuvé, les adaptations peuvent commencer. Une fois terminées, c'est possible qu'on demande une vérification ou une formation avec un ergothérapeute. Si la cessation de la conduite est nécessaire, des ressources sont disponibles. L'un des moyens de transport le plus souvent utilisé, c'est le transport adapté. Il existe plusieurs réseaux de transport autour de Montréal, dont la STM, la Société de transport de Montréal, STL, Société de transport de Laval, et ARTL, Réseau de transport de Longueuil.
Le transport adapté est pour les personnes avec une incapacité significative ou persistante et avec une limitation à la mobilité. Il existe plusieurs avantages et désavantages. Les avantages, les, les réservations sont assez faciles. Ça peut se faire en ligne ou par téléphone. Ça prend un avis de 24 à 48 heures. C'est non dispendieux. Ça permet un voyagement en fauteuil roulant. Avec des situations de météo précaires, c'est souvent plus sécuritaire pour le patient et l'aidant. Et le patient peut demander un accompagnateur. Comme désavantage, il peut avoir des délais. Il peut aussi avoir des restrictions d'horaire ou bien géographiques. Et l'autre chose, c'est que c'est important, le patient doit être capable de se rendre au trottoir. Il existe aussi des ressources communautaires qui varient selon les communautés, des services de bénévoles, de taxis privés. Un intervenant du CLSC devrait être en mesure de fournir une liste aux patients. Une autre possibilité, c'est de se procurer d'un véhicule adapté, soit avec le PAV comme passager, ou bien la location-achat d'un véhicule adapté. La conduite est un sujet très délicat à aborder pour le patient et pour le professionnel de la santé. Il y a quelques années, notre équipe a réalisé que nous ne disposions pas d'un moyen systématique ni cohérent pour gérer la conduite automobile avec nos patients. Je vais maintenant introduire SLA au volant, une initiative que notre clinique a commencée en 2015. Notre équipe SLA a choisi comme point de départ de procéder à une analyse de dossier de 15 patients suivis dans notre clinique entre avril 2005 et octobre 2015, dans laquelle la conduite a été abordée. Ce que nous avons appris était, premièrement, les patients n'ont pas été avisés de leur responsabilité d'informer la SAC du nouveau diagnostic. La conduite n'a pas toujours été discutée au début du diagnostic. Certains patients ont été suivis pendant plus d'1 an avant que le sujet soit abordé. Les adaptations ont été sous-utilisées. Seulement 1 sur 15 des patients ont adapté leur véhicule en tant que conducteur. Nous avons identifié un 10 sur 15 patients qui auraient pu bénéficier ou avaient le potentiel d'avoir des adaptations pour prolonger la conduite. Et dernièrement, la façon dont les patients étaient évalués était variée et incohérente. Notre prochaine étape consistait d'effectuer une recherche documentaire d'évaluation pouvant être utilisée dans notre clinique. L'étude de Maryland sur les conducteurs âgés a été particulièrement intéressante. Son objectif était d'identifier les conducteurs à risque avec des tests à faible coût. Ils ont montré que 6 sur 9 des évaluations utilisées ont été identifiées comme ayant une valeur prédictive pour les conducteurs présentant un risque de collision. Grâce à l'analyse statistique, ils ont pu identifier des points de prévention et intervention. Le seuil d'intervention indique qu'un examen plus approfondi, comme une évaluation routière, était nécessaire. Alors, quels sont nos défis dans notre clinique? Pour commencer, un grand nombre de nos patients conduisent, qu'ils soient des aidants naturels, des conducteurs uniques, des parents avec des jeunes enfants ou qui travaillent encore. C'est un sujet qui est très délicat à aborder. Il n'y a jamais un bon moment pour l'aborder. C'est une maladie évolutive. Il y a souvent des problèmes à adresser. La conduite est souvent abordée par le médecin et l'ergothérapeute. Dans le contexte de notre clinique, compte tenu de son volume et ses différents jours de clinique, la conduite n'est pas toujours traitée de manière cohérente. Les patients arrivent souvent en clinique avec une longue liste de problèmes de conduite et la conduite risque de ne pas être adressée. Cela ne fait que renforcer la nécessité d'une implication multidisciplinaire. Aussi, les patients ne déclarent pas systématiquement leur diagnostic, principalement par crainte de perdre leur permis. Et par expérience, il semble que les patients présentant des déficiences cognitives sont plus faciles à identifier comme être à risque. Ce qui est plus difficile, c'est d'identifier les seuils de composantes physiques. Quelle force de préhension est nécessaire pour maintenir fermement le volant? Quelle coordination dans les membres inférieurs est nécessaire pour passer du frein à l'accélérateur avec vitesse et force? Ce que nous avions besoin.
Nous avions besoin d'une approche systématique applicable à tous les patients suivis dans notre clinique SLA. Nous cherchions à améliorer la qualité du processus et les soins fournis. On veut être conforme avec la CMA et la FAC. On a besoin d'une implication multidisciplinaire. Les évaluations doivent être faciles et efficaces à administrer. Et on avait besoin d'établir des directives pour les évaluations routières et les adaptations. La force de notre clinique SLA est notre équipe multidisciplinaire. L'idée du volant SLA s'est développée lors d'une réunion dans la salle de conférence. Le patient se trouve au centre du volant, entouré des membres de notre équipe. Notre objectif est de gérer la conduite de manière centrée sur le patient, en permettant au patient d'avoir le pouvoir de prendre ses décisions, d'être en contrôle, respecté, informé, valorisé et autonome. Chacun de nous dans l'équipe a un rôle à jouer. Alors, pour notre plan d'action, c'est de virer le patient, valoriser, donner un soutien. Il est important que les patients se sentent soutenus tout au long du processus du diagnostic initial à la cessation éventuelle de la conduite. Nous ne voulons pas que les patients se sentent pris dans une confrontation. Identification. La documentation et les articles lus indiquent que les comportements de conduite autorégulés, les contraventions, les accidents sont des signaux d'alarme importants. Des ressources. Faire le lien pour le patient avec soit la SAC, un centre de réadaptation ou bien des moyens de transport. Évaluer, éduquer. Éducation sur l'impact de la SLA sur la conduite. La responsabilité des patients envers la SAC. La responsabilité de l'équipe envers la SAC. Les évaluations routières, publiques ou privées, les options d'adaptation, la cessation éventuelle de la conduite et les options pour les moyens de transport alternatifs. Et évaluer. C'est une maladie neurodégénérative. Surveiller de près les difficultés médicales, fonctionnelles, physiques et cognitives qui pourraient compromettre la sécurité de la conduite. Et finalement, référer pour une évaluation routière si indiquée. Les domaines que nous évaluerons tiennent compte de la complexité du diagnostic de la SLA et les directives établies par l'AMC, des composantes médicales, physiques, cognitives, fonctionnelles et socio-spirituelles. Les évaluations que nous avons choisies ciblent les composantes identifiées. La plupart des évaluations sont complétées à chaque visite, à l'exception des évaluations cognitives qui sont exécutées à tous les 6 mois. Nous avons retenu 7 des 9 tests utilisés dans le projet Maryland. Nous avons ajouté un questionnaire, une révision de médicaments, l'échelle de Disney qui se trouve sur le M28, l'échelle fonctionnelle SLA, évaluation cognitive SLA et la force préhension. Les évaluations sont divisées parmi les membres de l'équipe. Nous avons inclus sur la feuille de travail les points de prévention et intervention. Lorsqu'un patient atteint plus de 2 points de prévention ou 1 point d'intervention, l'équipe considère une évaluation routière. Nous avons commencé la mise en œuvre de SLA au volant en septembre 2017. Avant la clinique, les patients nécessitant une évaluation sont identifiés. Un fichier bleu avec les feuilles de travail est attaché au dossier du patient. Le fichier bleu sert comme rappel visuel aux membres de l'équipe. Les résultats sont analysés par l'équipe pendant la tournée de la semaine suivante. Selon les résultats, l'équipe fait sa recommandation. Si une évaluation sur route est requise, le médecin remplira le M28 et l'ergothérapeute dirigera le patient vers une évaluation sur la route. Dans un an, nous avons adressé la conduite avec 54 patients suivis dans notre clinique. De ces 54, 7 ont arrêté volontairement, 3 ont arrêté non volontairement à la recommandation d'un professionnel de la santé et 44 ont été évalués avec le volant SLA.
Suite aux évaluations avec le volant SLA, une évaluation routière a été recommandée pour 29 sur 44 patients. Et en date de septembre 2018, 16 sur le 29 ont passé leur évaluation routière. Il y a deux possibilités pour les évaluations routières, soit avec la SAC ou avec un ergothérapeute. Le médecin indique sa recommandation sur le formulaire M28, mais la SAC prend la décision finale. L'avantage d'un ergothérapeute, c'est qu'il y a la possibilité d'identifier des adaptations pour promouvoir ou prolonger la conduite sécuritaire. Si une évaluation routière est demandée avec un ergo, il y a deux possibilités. Une évaluation dans le secteur public, dans un centre de réadaptation, ou avec un ergo en privé. Il y a des temps d'attente avec chaque option. De notre expérience, l'attente avec la SAC est moins de 2 semaines. Avec un centre de réadaptation, le temps varie selon la région, mais est entre 3 et 9 mois. L'attente avec un ergo privé est moins de 2 semaines. Lorsque les patients sont identifiés comme nécessitant une évaluation sur la route, une référence est dirigée vers un centre de réadaptation public disposant d'un programme d'évaluation de la conduite. Nous offrons également aux patients l'option d'une évaluation privée subventionnée par notre clinique. L'avantage de cette évaluation privée est que nous pourrions immédiatement évaluer la sécurité de la conduite et commencer le processus pour des adaptations mineures si nécessaire. Le coût d'une évaluation en privé est entre 4 et 700 dollars. Les évaluations privées sont effectuées avec un ergothérapeute privé certifié et un moniteur de conduite certifié. C'est le moniteur qui fournit le véhicule pour le test. La voiture peut être manuelle ou automatique. Avant le test routier, l'ergothérapeute procédera à une entrevue, évaluera les composantes physiques cognitives et effectuera une mise en situation dans la voiture du patient afin d'évaluer la manipulation des commandes primaires et secondaires. Conformément aux exigences de la SAC, l'examen sur route comprend des variations de vitesse, des environnements familiers et non familiers, un virage à gauche non protégé et la circulation en zone rurale et non rurale. L'évaluation de la conduite comprend l'évaluation des compétences opérationnelles, tactiques et stratégiques. Dans un an, 16 de nos patients ont passé des évaluations routières. On avait 12 réussites sur les 16 évaluations. Alors, on avait un patient qui a réussi avec la SAC, 9 patients qui ont réussi en privé et 2 sur 3 dans des centres de réadaptation. Et dans dans les privés, nous avons vu des adaptations identifiées et des conditions ajoutées au permis, notamment la transmission automatique servo-direction. Dans les centres de réadaptation, 2 des 3 patients ont adapté leur véhicule comme conducteur. Au cours de cette dernière année, ce que nous avons observé, on a vu une implication importante multidisciplinaire, une participation à l'identification des patients qui conduisent, aux évaluations, à éduquer les patients et à la contribution des recommandations. L'intégration dans nos pratiques cliniques a été assez facile, même dans nos cliniques les plus achalandées. Les évaluations peuvent être séparées et assignées à différents membres de l'équipe. En tant qu'ergothérapeute, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est beaucoup plus facile à adresser la conduite avec les patients et je pense que c'est pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est une intervention précoce. Les évaluations ciblent plusieurs composantes. L'identification des points de prévention-intervention permet à notre équipe de faire des recommandations éclairées. La participation multidisciplinaire favorise la cohérence et le soutien des patients. Et le fait qu'on peut fournir aux patients l'option d'une évaluation de conduite privée subventionnée. Ce que nous avons aussi remarqué, c'est qu'il y avait un avantage dans la technologie de nos nouvelles voitures qui compense pour les limitations physiques. Cela inclut le bouton pour démarrer la voiture,
des serrures automatiques et des essuie-glaces à censure. Ils réduisent le besoin d'adaptation et favorisent l'autonomie de nos chauffeurs. Pour les 2 patients qui ont échoué à leur évaluation routière privée, les 2 avaient une faiblesse importante dans les membres supérieurs, mais également un élément important de fatigue, de tolérance à l'effort limité. Notre évaluation ne tient pas compte de cet élément, mais je pense que c'est quelque chose que nous allons ajouter. Dans notre questionnaire sur la conduite, l'une de nos dernières questions est la suivante. Que représente la conduite pour vous? L'unanimité des réponses m'a étonnée et impressionnée. Tous les patients associaient la conduite avec une forme d'autonomie. Un patient a même déclaré que conduire était la seule activité significative qu'il pouvait exercer de manière autonome. L'ampleur de ces réponses ne fait que réaffirmer ce que je savais déjà, l'importance de la conduite pour nos patients atteints de la SLA, mais la responsabilité que nous avons en tant que professionnels de santé de faire en sorte que cela se produise. Notre équipe a reçu une subvention de SLA Canada pour mener ce projet d'amélioration de qualité pendant 2 ans. Nous utilisons cette subvention pour couvrir les frais des évaluations routières en privé. Notre espoir est d'acquérir des connaissances pour mieux évaluer et supporter nos patients, de trouver une façon systématique d'évaluer la conduite avec nos patients, d'encourager l'utilisation des adaptations, de réduire le temps d'attente pour les évaluations routières dans le secteur public. Mais notre objectif principal est de promouvoir et prolonger la conduite sécuritaire pour les patients atteints de la SLA. Pour terminer, je vais vous laisser avec des consignes de la SAC pour la conduite sécuritaire en hiver. Il y a une petite vidéo sur le site web. Voici le sommaire. Super important, c'est de déneiger, déglacer la voiture pour avoir une visibilité adéquate. Toujours garder une distance sécuritaire entre les voitures pour se permettre le temps de réagir. Allumez vos phares et, très, très, très important, soyez patient avec les autres conducteurs, avec les opérations de déneigement. Aussi important, c'est de se rendre de la voiture en toute sécurité. Utilisez les aides à la mobilité recommandées par votre physio-ergo. Utilisez la vignette. Essayez d'avoir quelqu'un avec vous pour vous accompagner et avoir un téléphone cellulaire en cas d'urgence. Alors, merci à SLA Québec de m'avoir invité et c'est un soutien extraordinaire qu'ils donnent à nos patients. Merci à SLA Canada pour la réalisation de notre projet. Un merci spécial à ma partenaire très importante, Christiana Samen, et aussi l'équipe multidisciplinaire à l'hôpital neurologique de Montréal.